tout d'abord un grand merci pour votre présence et puis un immense merci à l'équipe du musée de la préfecture de police et notamment à Pierre Piazza pour leur invitation et de me permettre ainsi de vous exposer un de mes vices, c'est-à-dire l'étude historique des policiers et des gendarmes. Alors ma spécialité c'est surtout la Troisième République. J'allais dire que travailler sur des policiers et des gendarmes morts c'est quand même beaucoup plus commode que ceux qui sont vivants. Ne serait-ce que pour l'accès aux archives qui est nettement facilité. Donc le but aujourd'hui de cette conférence, c'est de vous exposer la manière dont les gendarmes, alors gendarmes au sens général, et puis les gardes républicains, une partie des gendarmes à Paris s'appelle gardes républicains, de vous montrer qu'effectivement dans le paysage policier de la Troisième République, et notamment le paysage policier parisien, l'entente entre policiers et gendarmes, elle est quotidienne, elle est constante. Elle se traduit par des aspects formels, notamment en matière de maintien de l'ordre, qui est peut-être l'élément le plus connu, et j'en détaillerai quelques éléments. Mais en fait, cette coopération quotidienne, elle produit des effets que je qualifierais inattendus, une sorte de sociabilité, une sorte de fraternité d'armes, qui n'a pas besoin de réglementation, de loi pour exister, mais qui se noue à partir de contacts de quotidien, j'allais dire, à force de frottement permanent entre ces deux forces de l'ordre, qui pourtant, si on lit les médias, si on lit les polémiques politiques, auraient tout pour ne pas s'entendre, auraient tout pour se déchirer. Et en fait, à travers l'observatoire des archives de la préfecture de police, à travers l'observatoire de la ville de Paris, on s'aperçoit que ces relations sont dominées essentiellement par l'entente et qu'en fait, si les incidents sont grossis dans les archives, si les incidents sont grossis dans la presse, il ne faut surtout pas confondre la réalité avec la réalité médiatique. La réalité médiatique, la réalité politique et la réalité des rapports sur le terrain, déjà à cette époque-là, sont des choses très différentes. Alors, d'abord, un petit rappel sur le rapport de force, petite peinture de ce que sont les forces de l'ordre à Paris à l'époque du préfet Lépine, on va dire à fin 19e, début 20e. On va prendre une belle époque élargie, sachant que la belle époque, effectivement, c'est le début du XXe siècle. La belle époque, c'est encore une époque qui n'avait pas connu la Première Guerre mondiale. Vous savez bien que c'est une expression rétroactive. Et en fait, cette belle époque... Bon, selon les classes sociales auxquelles on appartenait, selon les individus, n'était pas forcément si belle que ça. En tout cas, pour les relations de policiers et gendarmes, effectivement, c'est une belle époque. Alors, on a à Paris des gendarmes par milliers. Je vous ai mis ici une photographie d'un uniforme d'un militaire de la garde républicaine en tenue de combat, si je puis dire, du régiment à pied. Donc on a un régiment à pied, au milieu vous voyez des hommes sur des chevaux, donc on a un régiment à cheval, et cet ensemble avec nos cavaliers qui sont démontés en quelque sorte à côté. Et donc cet ensemble compose effectivement la garde républicaine. La garde républicaine, elle existe à Paris depuis 1848. Alors la garde républicaine de Paris, qui est constituée après... la révolution de 1848. Et en fait, cette garde républicaine, elle a pour but d'encaserner des révolutionnaires. Le but, c'est d'éviter que se reproduise le syndrome sans culotte. Et donc, l'idée des révolutionnaires qui ont pris le pouvoir en 1848, c'est d'encaserner ces révolutionnaires qui sont armés, qui sont dans la rue, de leur donner un boulot, de leur donner un travail, de les encaserner, de les discipliner, de les mettre au service du pouvoir. Et donc ça donne naissance à la garde républicaine de Paris en 1848, qui est officiellement intégrée à la gendarmerie en février 1849. Donc la garde républicaine, telle qu'on la connaît, c'est 1849, avec cette force de la gendarmerie qui est spécifiquement dévolue à la protection de Paris. Et ce qui explique qu'une partie, la moitié du budget du fonctionnement de la garde républicaine dépendent de l'hôtel de ville. Donc il y a une caractéristique du budget de la garde républicaine, la moitié c'est l'État, la moitié c'est l'hôtel de ville, et l'hôtel de ville veille bien à ce que la garde républicaine n'intervienne pas en banlieue, théoriquement. On verra qu'il y a des exceptions, des grosses exceptions. Et donc, quels sont ces effectifs
Voilà, je vous ai mis les effectifs. Il faut retenir qu'environ la garde républicaine, c'est environ 4000 hommes. 4000 hommes à la fin 19e, début 20e, on ne va pas rentrer dans des détails, mais environ 4000 hommes avec des centaines de chevaux. Et on voit que, comment dire, dans le paysage policier de parisien, j'allais dire dans le paysage urbain, la présence de la garde républicaine, elle n'est pas anodine, parce que vous avez 9 casernes donc qui sont détaillées, Mouffetard, Tournon, Lobau, la caserne de la Banque, Bonaparte, Napoléon, Célestin, Cité, Barrière d'Enfer. Aujourd'hui, on a encore quelques casernes, mais les deux plus représentatifs, c'est notamment le quartier des Célestins, dans le 4e arrondissement, pas loin de Bastille. Et ce qui n'est pas indiqué ici, si vraiment vous voulez voir les chevaux, le plus grand nombre de chevaux aujourd'hui, et des fois vous pouvez les voir dans le bois de Vincennes marché, c'est le quartier Carnot qui se trouve à côté de l'endroit où je travaille, c'est-à-dire le château de Vincennes. Ne pas oublier que la garde républicaine, donc ce sont des gendarmes, donc des militaires, elle représente environ 4000 hommes. Et cet effectif, il évolue très peu sur la période. Ne pas oublier qu'à Paris, on est dans le département de la Seine, hein, et dans le département de la Seine, il y a également dans les régions, dans les communes suburbaines, pour reprendre la terminologie de l'époque, vous avez également des gendarmes qui sont très très présents, avec un certain nombre de casernes. Alors j'ai mis à gauche complètement le plan de la caserne de gendarmerie d'Ivry-sur-Seine. Au milieu, c'est la caserne des Lilas. Et puis en bas à droite, la caserne de gendarmerie de Créteil. Et donc là vous avez quelques exemples de casernes de gendarmerie qui se trouvent en banlieue parisienne et qui, pour l'essentiel, assurent la sécurité des banlieusards. Alors pourquoi, et là je vais rentrer un peu dans les détails du dispositif policier de l'époque, en France, au XIXe siècle, allez, en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque le premier régime à avoir créé une police dite nationale en France, c'est le régime de Vichy, même si ensuite De Gaulle, en 1966, a mis en place une grande réforme pour aller un peu contre l'omnipotence de la préfecture de police. Donc en 1966, la police est qualifiée officiellement de nationale, mais ça avait été déjà mis en place par Vichy. Mais on va dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'après-guerre, en France, on a un dispositif de police essentiellement municipal. Et ça, c'est une création de la Révolution française. Donc il faut que vous ayez ça en tête pour comprendre comment les gendarmes ne peuvent pas se passer des policiers et les policiers ne peuvent pas se passer des gendarmes. En fait, à partir de la Révolution française, les communes ont l'obligation d'avoir des commissaires de police. Dès qu'une commune a plus de 5000 habitants, elle a l'obligation d'avoir un commissaire de police. Et le commissaire de police, il est nommé par l'État, mais il est rétribué par la municipalité. En revanche, rien n'oblige les communes d'avoir des agents de police. Et ces agents de police sont des employés municipaux. Donc, quand aujourd'hui on parle du retour des polices municipales, quand on parle d'essor des polices municipales, en fait, il faudrait parler de retour des polices municipales, parce qu'au 19e et au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui domine dans le paysage policier français, c'est un dispositif essentiellement municipal de police. C'est-à-dire que les commissaires sont nommés par le pouvoir central mais rétribués par les communes, et en revanche, le personnel qui est à leur disposition, donc les agents de police, sont des agents municipaux recrutés par les maires et payés par les municipalités. Donc dans un certain nombre de situations, des villes, soit pour des raisons de richesse, soit pour des raisons de fiscalité, soit pour des raisons de répugnance politique, ne tiennent pas à avoir beaucoup d'agents de police. Donc on va avoir un commissaire de police, parce que c'est la loi, mais ce commissaire n'aura pas d'agents à sa disposition. Donc avec qui va-t-il travailler en priorité? Avec les gendarmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, parce que le commissaire de police a un pouvoir de réquisition sur les gendarmes. Et donc, comme il est démuni en termes d'effectifs civils, comme il n'a pas d'agent de police à sa disposition, qu'il n'a pas le pouvoir de recruter, eh ben, il va recourir à l'autre partie de la force publique et la force publique militaire, que sont les gendarmes, et notamment par son pouvoir de réquisition. Et donc, on s'aperçoit que, notamment en banlieue parisienne, les commissaires de police, le plus souvent, le plus grand mal à agir sans l'assistance des gendarmes qui
qui les appuient notamment pour la force militaire, parce que le commissaire n'est absolument pas armé, à part son écharpe tricolore, c'est la principale arme dont il dispose, c'est le pouvoir de la parole légale, et en revanche, les gendarmes peuvent lui apporter la force armée. Vous voyez que cette compagnie de la Seine, c'est 80 gendarmes à cheval et 440 gendarmes à pied répartis dans un ensemble de brigades qui couvrent une partie des communes suburbaines, donc des communes de ce qui constitue la banlieue parisienne. Juste un petit détail, vous voyez à gauche là, le plan de la mairie d'Ivry-sur-Seine. C'est une époque également, la fin du 19e, où se met en place le souci d'accueillir dans les casernes de gendarmerie, d'accueillir le public, d'accueillir les plaignants, d'accueillir les victimes dans des conditions un peu plus faciles, dans des conditions un peu plus confortables. Donc dans l'architecture des brigades de gendarmerie, qui sont louées aux conseils généraux, dans l'architecture des brigades de gendarmerie se met en place l'idée de mettre en place des petites salles qui permettent l'accueil du public dans de meilleures conditions. Voilà. Se développe le sens de l'accueil du public, et n'oubliez pas qu'on est dans une troisième république. Dans le cours de la démocratisation du pays, l'idée d'accueillir au mieux le public, de mieux accueillir les citoyens par les institutions, on voit bien que c'est un petit aspect aussi de cette démocratisation qui se met en place. Et on verra que cette démocratisation, elle prend aussi la voie du maintien de l'ordre. Pour la préfecture de police, en tant que telle, donc là j'ai un peu détaillé, que vous ayez un petit peu l'idée de ce que c'est que la préfecture de police à la fin du 19e, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si aujourd'hui je devais faire l'organigramme de la préfecture de police, il me faudrait 10 slides. 15 slides, impossible de faire tenir sur une seule diapositive l'organigramme policier de la préfecture. Alors simplement retenir que vous avez à Paris un préfet de police depuis le consulat, une des créations de Napoléon Bonaparte, Napoléon qui n'était pas encore Napoléon Ier, donc le préfet de police avec tout l'appareil administratif qu'on peut retrouver dans une administration. La préfecture de police, à l'échelle policière, elle est à la fois pleinement représentative du paysage policier, parce que le préfet de police exerce les mêmes prérogatives que les commissaires dans les villes de province, et en même temps, la préfecture de police, elle est complètement atypique par l'ampleur des moyens dont elle dispose. Et pour résumer, elle dispose de beaucoup de moyens, parce que Paris, c'est la ville du pouvoir, et qu'il importe que les institutions soient bien protégées. Donc cette préfecture de police, pour nous, elle est intéressante parce que c'est à la fois un observatoire du paysage policier français, mais ne jamais oublier que c'est une ville atypique, et c'est une ville atypique déjà sous l'Ancien Régime. Donc on voit bien que la Révolution française n'a pas introduit une rupture dans ce caractère atypique, mais la Révolution française l'a enraciné, l'a consolidé. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que se développe à l'intérieur de cette préfecture de police à la Belle Époque un laboratoire municipal de chimie, où notamment on va mettre au point des explosifs, on va mettre au point un certain nombre de méthodes pour essayer de trouver des traces de crimes. Donc c'est ce que Alphonse Bertillon appelait la police moderne. Vous avez également le service de l'identité judiciaire qui n'est pas présent ici. Il y a un laboratoire de toxicologie, je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y aurait le service de l'identité judiciaire, dont Pierre Piazza pourrait vous parler pendant des heures. Service de l'identité judiciaire qui apparaît en 1893, qui n'est pas installé à la préfecture de police même, mais qui est installé sous les combles du palais de justice. Et le service de l'identité judiciaire qui a pour but alors ça c'est le grand rêve de Bertillon, d'éviter la récidive, de mettre la main sur les récidivistes en croyant pouvoir appréhender tous les récidivistes par un système de signalement très complexe dont je vous donnerai quelques détails ensuite. Et puis ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans ce dispositif de la préfecture de police, on voit bien que ça figure dans son organigramme. La Légion de la Garde républicaine ainsi que la Légion de gendarmerie de Paris figurent bien dans les troupes sur lesquelles elle peut compter. C'est-à-dire que dans cet organigramme policier, des militaires qui n'en font pas partie sont inclus. Donc dans l'organisation administrative, travailler sans les gendarmes, faire du maintien de l'ordre, assurer la protection des Parisiens sans les gendarmes, c'est quelque chose qui n'est pas concevable.
Et on le voit bien notamment avec les effectifs que je viens de vous détailler dans les précédentes diapositives. Alors, les gardiens de la paix eux-mêmes, on a parlé un peu du nombre des gardes républicains, les gardes républicains qui sont environ 4000, avec le régiment d'infanterie, le régiment de cavalerie. Les gardiens de la paix sur la période, et ça c'est également quelque chose qui est intéressant pour nous parce que c'est quelque chose qu'on observe au niveau national. Les gardiens de la paix en 1880, ils sont environ 6800. On voit que leur nombre augmente et en 1910, donc quelques années avant la Première Guerre mondiale, on est environ à 8000 gardiens de la paix. Et cette tendance à l'augmentation des gardiens de la paix, en banlieue parisienne, les gardiens de la paix sont les sergents de ville. Ils sont appelés sergents de ville, ils ne sont pas appelés gardiens de la paix. Dans d'autres villes de province, on va les appeler agents de police. La seule ville où j'ai trouvé une appellation similaire de gardien de la paix, c'est Bordeaux. À la même époque, on a également une appellation de gardien de la paix pour les agents de police, ce qui est un peu moins connu. Mais on voit que le nombre de gardiens de la paix augmente. Et ça traduit quelque chose d'extrêmement important dans le paysage policier. Au début de la Troisième République et notamment au début du XXe siècle, c'est l'augmentation des dépenses budgétaires des communes consacrées aux dépenses de police. Et on voit dans la plupart des communes de France, dans les communes un peu importantes, en tout cas dans les sous-préfectures, les préfectures, une augmentation significative du nombre d'agents de police, de sergents de ville, de gardiens de la paix. Ça traduit quoi? On est dans une Troisième République parlementaire où, pour être élu, faut être capable de prendre de bonnes décisions, et notamment de bonnes décisions en matière de sécurité publique. La sécurité publique devient un enjeu politique, parce qu'avec la Troisième République et l'essor du parlementarisme, les questions policières deviennent des questions politiques. Et dans ces questions politiques, interfèrent de manière extrêmement vive les médias. Les médias, avec l'essor de la presse à grand tirage, il y a l'essor de l'instruction. Grâce à la révolution industrielle, il y a l'essor de la presse à grand tirage. Ne pas oublier qu'au début du XXe siècle, on a 4 journaux en France qui tirent chaque jour, à plus d'1 million d'exemplaires. Et là, je parle que des 4 grands parisiens. Dans la presse régionale, vous avez également une presse qui est extrêmement florissante. Et ce modèle économique, il est notamment fondé sur la mise en valeur, sur la publicité, si je puis dire, des faits divers. Les faits divers, les crimes, et encore plus quand ils sont particulièrement sanglants et crapuleux, vraiment font partie du modèle économique des médias et de la presse à grand tirage qui se développe. Les faits divers, le sport, ne pas oublier que le Tour de France est fondé par l'Auto-Journal qui est devenu l'Équipe en 1903, et puis les scandales politiques. J'allais dire que c'est les 3 mamelles, si je puis dire, mais vraiment de l'essor de la presse à grand tirage à la fin 19e, début 20e. Et donc les sujets policiers sont vraiment quelque chose qui fait partie de l'univers mental des Français. De penser également à l'essor des romans policiers, j'allais dire des polars, mais ça serait un anachronisme, des romans policiers avec Sherlock Holmes, et puis en France, Arsène Lupin, par exemple. Et donc, on voit bien dans le budget des communes, et on le voit, c'est le cas pour Paris, vous avez des dépenses consacrées aux dépenses de sécurité qui augmentent. Je vous ai mis ici 1894. 1894 avec justement cette reproduction du supplément illustré du Petit Journal. Et on voit que l'apparition de la couleur dans les journaux, ça accentue la dimension de réalisme, ça accentue également l'attractivité des journaux. Et notamment, là on met en valeur la police, mais quand il s'agit de mettre des faits divers, évidemment ça attire encore plus l'œil pour montrer des explosions, pour montrer des corps qui explosent, etc. Et notamment durant les attentats anarchistes. Là, 1894, justement, on est durant la pleine période des attentats anarchistes. Réforme de l'uniforme à la préfecture de police, avec un uniforme qui se veut un peu plus martial, un peu plus militaire. Et surtout, il y a cette idée qu'à travers l'uniforme, il s'agit de montrer une bonne police. Une bonne police, c'est une police bien habillée. Et une police bien habillée parce que dans le cadre de la République, la police doit se montrer aux citoyens, elle doit être visible, elle doit être respectable, elle doit être respectée car respectable. La tenue, l'uniforme, mais également la tenue au sens moral, font partie d'aspects extrêmement importants.
Quelque chose également sur lequel je pourrais attirer votre attention, c'est vous regardez la population de Paris à la veille de la Première Guerre mondiale, on est à un peu moins de 3 millions d'habitants, avec une ville de Paris qui est un peu plus petite qu'aujourd'hui. En revanche, en banlieue, on est loin, on a 1 200 000 habitants, donc on est bien loin des chiffres que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une ville de Paris qui perd de la population, alors qu'évidemment la population de banlieue augmente. Bon, donc vous voyez qu'on a une ville de Paris qui est extrêmement peuplée, extrêmement dense, et donc, j'allais dire, extrêmement sujette, soit à l'essor des manifestations, au développement des manifestations, ou à la commission de crimes. Alors, maintenant, dans le paysage policier parisien, donc là, je vous ai mis l'Épine, forcément, hein, l'Épine en bas à gauche, diverses images qui vous montrent l'association permanente des gardes républicains et des gardiens de la paix dans les rues de Paris. Alors vous l'avez par exemple là lors d'un service d'ordre, là où on voit effectivement des uniformes de gardiens de la paix et de gardes républicains qui s'entremêlent. Et vous avez dans des circonstances de grève également, alors là vous avez effectivement sur l'image de droite, vous avez en pantalon de coutil blanc, vous avez un gardien de la paix, au moins lui il a une tenue d'été, et à côté vous avez un garde républicain qui lui conserve toute l'année le même uniforme, d'ailleurs ce qui suscite des récriminations des gardes républicains parce qu'ils ont la même tenue toute l'été, donc en gros ils ont froid l'hiver et chaud l'été. Et ils envient justement les tenues différentes des gardiens de la paix selon la saison. Et puis vous avez également, ce qui est intéressant, c'est là vous avez des gardiens de la paix cyclistes qui se mettent en place à Paris à partir du début du XXe siècle. On a des brigades cyclistes qui se développent et ça va donner l'idée aux gardes républicains de mettre en place des brigades cyclistes également à partir de 1907. Et puis vous avez cette représentation, alors je ne sais pas si on est dans le bois de Boulogne, dans le bois de Vincennes, où vous avez un certain nombre de ces agents cyclistes qui assurent la sécurité des citoyens. L'image centrale nous montre un dispositif de maintien de l'ordre, puisque le préfet de police dispose depuis 1848, avec une grande loi sur les attroupements, depuis 1848, le préfet de police dispose d'un droit de réquisition sur les militaires et notamment sur les gendarmes qui lui permet d'assurer l'ordre dans la capitale. Et avec le préfet Lépine, ce recours à la garde républicaine devient quotidien. Alors non seulement parce qu'on a une époque où les manifestations augmentent, on est dans une république parlementaire, avec un Waldeck-Rousseau qui a légalisé les syndicats, qui a permis l'essor de la liberté. On ne parle pas encore de droit de manifestation, mais l'essor de la liberté de manifester. Et donc, dans cette république parlementaire, le nombre de manifestations augmente. Et Paris, entre autres, parce qu'on en retrouve également beaucoup dans les villes de province, mais Paris est notamment l'épicentre de différents mouvements de grève, et notamment au début du XXe siècle. Donc évidemment, le préfet Lépine, face à cette recrudescence de manifestations, à cette recrudescence de grève, a un besoin quasi quotidien des gardes républicains pour assurer l'ordre dans Paris, ne serait-ce que pour soulager un peu les gardiens de la paix qui font face à ces manifestations. On les voit associés notamment dans un dispositif de maintien de l'ordre. J'allais dire que ces dispositifs de maintien de l'ordre, c'est des dispositifs qui sont ponctuels, même si ça peut durer plusieurs mois, mais ils ne sont pas prévus. Ils ne sont pas prévus de manière structurelle. L'innovation avec Lépine, c'est qu'il met en place ce qu'on appelle, ce que lui-même a appelé, des pâquerettes. Alors qu'est-ce que c'est que les pâquerettes ? C'est qu'il met en place des patrouilles pour assurer la sécurité au quotidien des Parisiens. On a des patrouilles qui fonctionnent selon le principe de l'îlotage. Le principe de l'îlotage, à Paris, il se met en place au début du Second Empire. Et l'îlotage, c'est le fait de mettre en place des patrouilles par des agents qui connaissent particulièrement le terrain, particulièrement bien l'arrondissement, c'est-à-dire le terrain et la population dans laquelle ils travaillent. L'idée, alors ça serait un terme anachronique, mais c'est de mettre en place une police de proximité avec une police qui connaît bien son environnement géographique, son environnement matériel, son environnement humain, et donc une population qui a confiance dans sa police. Et pour que la population ait confiance dans la police, il faut que la population puisse la voir, la police, puisse discuter avec elle. Et donc on a des brigades pédestres ou des brigades cyclistes qui se mettent en place
Alors les brigades pédestres tout au long du 19e et les brigades cyclistes à partir du début du 20e. Ces brigades cyclistes ou alors ces brigades pédestres, elles ont une particularité à Paris, ce que moi je n'ai pas observé en province. En province, il y a soit des patrouilles de gendarmes, soit des patrouilles de policiers, mais des patrouilles mixtes, ça je l'ai vu nulle part ailleurs. Il y a vraiment une singularité parisienne, c'est-à-dire que le préfet Lépine, il va associer dans les mêmes patrouilles un garde républicain et 2 policiers et deux gardiens de la paix, ou alors 2 gardes républicains et un gardien de la paix. Donc, et c'est ce qu'il appelle les pâquerettes, donc des patrouilles formées d'un trinôme, avec soit 2 militaires et un civil, ou alors 2 civils et un militaire. Et ça, c'est vraiment une particularité parisienne. Et donc, vous imaginez bien que ce qui est intéressant, c'est que ces hommes qui travaillent ensemble, au-delà de leurs différences de statut, hein, il y a les gardiens de la paix qui sont des civils, il y a les gardes républicains qui sont des gendarmes et donc des militaires, au-delà de leurs différences de statut, au-delà de leurs différences corporatives, toute la journée, en patrouillant, ils papotent. Ils se racontent leur vie, ils se racontent leurs désagréments. Et donc, il y a une communauté qui se forme, il y a une communauté informelle, il y a une unité informelle. Il y a des échanges qui se passent et on va voir que ça va avoir un certain nombre d'effets inattendus. On pourrait dire qu'avec le préfet Lépine, il y a une véritable même routinisation de l'emploi de la garde républicaine, puisque moi je m'étais aperçu notamment dans les archives que lorsqu'il y a un certain nombre de manifestations, le chef de la Légion de la garde républicaine va déjà prévoir l'effectif, va déjà prévoir un détachement sur une manifestation, alors que la réquisition du préfet de police ne lui est pas encore parvenue. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entente est tellement bonne, est tellement prévisible entre le préfet de police et le chef de la Légion de la garde républicaine, qui est un colonel, à l'époque, aujourd'hui c'est un général, l'entente est tellement bonne que le militaire prévoit et prévient les réquisitions du préfet de police sans même attendre de recevoir la réquisition écrite qui est normalement le cadre légal de l'obéissance, de la sujétion du militaire au civil. Autre chose qui va faciliter cette routinisation, c'est l'apparition du téléphone, développement du téléphone autour de 1910, notamment pour permettre à l'administration du préfet de police d'appeler la Légion de la garde républicaine ou alors d'appeler les casernes de la Compagnie de la Seine, ce qui peut poser d'ailleurs un certain nombre de problèmes parce qu'on a un certain nombre de gendarmes qui se plaignent en quelque sorte d'une domestication par les commissaires de police. Le fait de pouvoir être appelé directement sans réquisition écrite, il y a un surcroît comme ça de collaboration qui est produite, qui peut gêner un certain nombre de gendarmes, mais globalement, dans la réalité, en fait, ce téléphone, alors pour moi, c'est la plaie. Pour moi, c'est la plaie en tant qu'historien, parce que le téléphone, évidemment, il ne laisse pas de traces, alors que les réquisitions écrites, elles peuvent laisser des traces dans les archives, mais avec l'apparition du téléphone à la veille de la Première Guerre mondiale, qui sert de moyen de transmission entre policiers et gendarmes, il y a une facilitation des échanges, il y a une facilitation d'une coopération qui n'en avait déjà pas besoin. Et là, je vous ai donné quelques exemples de mobilisation comme ça, d'associations pour des exemples chiffrés avec les différents types de grèves qui existent à Paris, avec des grèves qui sont quotidiennes. Enfin, à partir notamment de 1906 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a vraiment une croissance très très forte du nombre de grèves qui est également liée à l'essor des partis politiques qui se constituent à partir de 1901, avec l'essor de la presse à grand tirage, etc., etc. Et donc là, on voit la grève des charpentiers, la grève des maréchaux ferrants, des boueux. Les boueux, c'est les éboueurs, serruriers, plombiers. Et puis, vous voyez les effectifs qui sont déployés, les effectifs quotidiens, gardiens de la paix, gardes républicains. Et la compagnie de réserve, on n'en a pas encore parlé. Alors, la compagnie de réserve, alors, comparaison n'est pas raison, et ça n'engage que moi, mais la compagnie de réserve, c'est la brave M de l'époque, les braves M de l'époque. C'est-à-dire que la compagnie de réserve, dans les situations où les manifestations dégénèrent un petit peu, on va dire que c'est les gros bras de la préfecture de police et qui interviennent lorsque les manifestations exigent un peu plus de virilité, on va dire. On va rentrer dans un traitement un peu plus rugueux à l'égard des manifestants.
Autre exemple, là, l'exposition universelle de 1900. Alors, je vous l'ai mis également parce que c'est un moment où la police se met en scène et la police essaye de montrer sa modernité. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis les données numériques, sur les données chiffrées sur la répartition des effectifs pour organiser le service d'ordre lors de l'exposition universelle, qui a amené des dizaines de millions de personnes dans la capitale. C'est vraiment un immense succès, avec une gestion des flux de population qui est vraiment très, très, très importante. Et lors de cette exposition, le préfet Lépine a vraiment l'idée, la volonté d'utiliser la préfecture pour montrer notamment le développement du système Bertillon, pour mettre en valeur une autre innovation, c'est la brigade fluviale. La brigade fluviale, qui est bien connue maintenant, elle est mise en place pour organiser la sécurité de l'exposition universelle, et puis ensuite elle va être maintenue. Mais donc Bertillon montre comme ça la police sous son meilleur jour, et montre surtout la police comme un élément d'innovation dans une république comme ça qui exalte le progrès. Il s'agit de montrer que la police n'est pas archaïque, que la police n'est pas en retrait par rapport à son époque. Et Bertillon, c'est un excellent homme de communication aussi. Et ça, c'est une des différences aussi qui pourrait, si on devait rentrer dans des détails, une des différences essentielles entre certains policiers à cette époque-là, que ce soit Louis Lépine, le préfet Lépine, ou Célestin Aignan. Célestin Aignan, qui va être l'un des créateurs des Brigades du Tigre. C'est des policiers qui ont compris que la communication, faire communiquer la police, c'était un élément politique extrêmement important. Et à cette époque-là, ce qui différencie beaucoup la gendarmerie de la police, c'est que la gendarmerie, elle n'a pas du tout compris ça. Parce qu'à la tête de la gendarmerie, vous avez des hommes qui sortent de Saint-Cyr, qui sont de culture militaire et pour lesquels ce qui compte, c'est l'imaginaire combattant, l'imaginaire martial. Communiquer sur les bons chiffres de la police, c'est absolument pas une préoccupation. Et ça, c'est un clivage extrêmement important entre policiers et gendarmes, j'allais dire au niveau des chefs, alors qu'au niveau de la réalité, vous voyez que ça se passe beaucoup mieux. Un élément important, là je pourrais le dire également parce que ça figure dans des mémoires de policiers, il y a un commissaire de police qui dit par exemple, notamment lors de l'exposition de 1900, qu'un sabot de cheval délicatement posé sur le pied d'un manifestant aura beaucoup plus d'effet que 30 policiers face à lui. Donc il le dit un peu de manière amusante, mais c'est une manière de dire qu'effectivement, les chevaux de la garde républicaine, dans le dispositif policier parisien, ils sont importants, pas tellement par leur effet opérationnel, mais par deux choses. D'abord parce qu'ils impressionnent, parce que les chevaux de la garde républicaine sont des chevaux, et encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'en voir, ils paraissent gigantesques, donc ils sont impressionnants. Et impressionner, c'est déjà peut-être diminuer l'ardeur des manifestants, mais ça c'est extrêmement important, parce que si vous diminuez l'ardeur des manifestants, il y a des chances pour que le maintien de l'ordre se passe mieux, pour qu'il soit moins violent. Et on verra que c'est une préoccupation importante de cette époque-là. Et puis les chevaux également, quand vous êtes sur un cheval impressionnant, vous pouvez dominer, vous voyez ce qui se passe. Et donc les chevaux de la garde républicaine, effectivement, ils sont importants dans le dispositif parisien du maintien de l'ordre, non pas parce que les chevaux permettraient d'agir plus violemment, non, justement, ils impressionnent, donc ils dissuadent, et ça c'est important, ils impressionnent, ils dissuadent, et ça permet de voir, ça permet d'être des observatoires. Et les gardiens de la paix n'ont pas de chevaux à cette époque-là. La police de Paris n'a pas de chevaux, et donc on voit bien que ceux de la garde républicaine ont un usage extrêmement important. Alors vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, avec les gilets jaunes, etc., on avait ressorti l'idée de remettre des chevaux pour faire du maintien de l'ordre, mais les spécialistes sont assez mécontents qu'on puisse envisager cela, parce qu'en fait c'est extrêmement dangereux pour les chevaux que de les exposer à... Le cheval est un animal fragile, même s'il est très impressionnant, et les mettre dans des situations de rétablissement de l'ordre, c'est leur faire courir vraiment de gros risques, avec un effet qui n'est pas intéressant en fait. Toujours quelques données sur les effectifs. Tout simplement, le rapport, on peut voir que la couverture policière de la ville de Paris est beaucoup plus dense que par exemple celle qu'on a en banlieue. Et même au niveau national, la couverture parisienne, alors non seulement avec les gardiens de la paix et les gardes républicains, la densité de la couverture policière sur Paris est beaucoup plus importante que dans le reste de la France.
Et il suffit simplement de comparer avec la banlieue qui se trouve à proximité immédiate. Alors maintenant, on va rentrer dans des choses peut-être un peu plus précises. Je tenais à planter le décor. Quels sont les protagonistes en place ? Donc là, vous avez sans doute reconnu l'une des façades, parce que ce n'est pas la seule, l'une des façades de la caserne de l'île de la Cité, donc de la préfecture de police. Le maintien de l'ordre à Paris, à la fin du 19e et notamment sous le préfet Lépine, bénéficie d'évolutions qui sont à la fois propres à Paris et qui dépassent Paris, et qui expliquent une certaine pacification et une pacification certaine du maintien de l'ordre. Autrement dit, pour résumer, si encore sous la Commune ou sous la Révolution de 1848, on fait du maintien de l'ordre en faisant la guerre des rues, c'est vraiment la guerre des rues. C'est-à-dire on rétablit l'ordre comme on ferait la guerre. Sous la Troisième République, il y a une vraie volonté de ne plus transformer le citoyen qui est mécontent en ennemi, mais éventuellement en adversaire, mais pas en adversaire à tuer. Et donc, Paris, c'est un observatoire vraiment intéressant, qui est à la fois atypique, mais qui en même temps, comme je vous l'ai déjà dit, qui est en même temps singulier, mais qui en même temps est pleinement représentatif du reste de la France, pour voir les évolutions de la manière dont le maintien de l'ordre se fait à cette époque-là, et dont l'époque actuelle est encore très très largement tributaire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas du tout ce terme de doctrine française du maintien de l'ordre, parce qu'une doctrine c'est figé, or concrètement, on s'aperçoit que faire du maintien de l'ordre, c'est surtout être capable de s'adapter aux contingences, c'est être capable de s'adapter au public auquel on est confronté, et donc c'est surtout pas une doctrine. Je parlerai peut-être plutôt d'une éthique du maintien de l'ordre, une éthique au sens de guider son action, et qui se met en place à cette époque-là. Alors, autre évolution, et ça c'est une évolution interne, alors évidemment on est dans la presse corporative de la gendarmerie. Il y a un ton un peu ironique qui est utilisé, un ton un peu moqueur. Mais au-delà de ce ton un peu moqueur, cet extrait, il est révélateur de quelque chose. Alors cet extrait, c'est « Personne ne met en doute, n'en déplaise à M. Lépine, que dans les émeutes et même dans les simples services d'ordre, les gardes républicains, sympathiques à la foule, disciplinés, calmes et très humains, font beaucoup mieux que les agents de la préfecture de police. Gens très honorables assurément, mais dont l'exaspération, violente parfois, n'est pas et ne peut être tempérée par les sentiments très militaires dont sont imbus les premiers. » Alors là, on pourrait dire, voilà, c'est un propos polémique. D'un côté, il y a les gentils gendarmes qui, eux, sont très humains, très sympathiques à la foule, et de l'autre côté, il y a les gardiens de la paix qui sont des brutes avinés. Eh bien, dans une certaine mesure, au-delà de la polémique, parce qu'on est également dans des postures, là, au-delà de la polémique, la garde républicaine, c'est une école de gendarmerie au 19e, 20e. Jusqu'à après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas encore d'école préparatoire de gendarmerie comme celle qui existe actuellement. Quand on veut devenir gendarme, on passe obligatoirement par la garde républicaine et l'essentiel de l'instruction consiste à apprendre à lire et à écrire, en tout cas un peu mieux, pour pouvoir rédiger correctement des procès-verbaux. Pas oublier qu'on est dans la France de la fin du 19e. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la première page de leur cahier d'écriture, donc on imagine des beaux cahiers comme ça, première page du cahier d'écriture, les nouveaux admis doivent écrire que les gardes ne doivent employer la force qu'après avoir épuisé tous les moyens de douceur et de persuasion, tous les moyens de douceur et de persuasion, ça laisse rêveur, et ne se servir de leurs armes qu'à la dernière extrémité, en cas de légitime défense, lorsque leur vie est menacée. Donc on voit bien que à l'intérieur de la garde républicaine, il y a la volonté vraiment d'encourager les gardes républicains à ne pas être violents. La violence, hors cas de légitime défense, les gardes républicains doivent utiliser la force, c'est-à-dire quelque chose qui est maîtrisé, quelque chose qui est discipliné, s'ils sont attaqués, mais ils ne doivent pas utiliser la violence, qui elle est instinctive et réfléchie. Tous les gendarmes ont copié au moins une fois dans leur vie, dans leur cahier d'écriture, quand ils étaient gardes républicains, qu'ils ne doivent employer la force qu'après avoir épuisé tous les moyens de douceur et de persuasion. On est en 1880, on est durant les toutes premières années de la Troisième République. Et là où moi je me disais, formidable, là on voit bien qu'avec la Troisième République, il y a un maintien de l'ordre républicain qui se met en place. Et donc ça, c'est la Troisième République qui l'inaugure. Mais en fait,
je me suis aperçu, en farfouillant un peu plus, en me salissant un peu plus les mains dans les archives, que cette instruction, elle est déjà copiée dans les cahiers d'écriture sous la Deuxième République, en 1850. En fait, l'instruction de 1881, elle retranscrit une instruction qui est datée de 1850. C'est-à-dire que déjà sous la Deuxième République, donc au milieu du 19e siècle, on a une garde républicaine dans laquelle les encouragements à la douceur, les encouragements à la persuasion sont promus plutôt que la force des armes. Alors attention, ça ne va pas empêcher un certain nombre de répressions, ça ne va pas empêcher la commune, mais toujours est-il que vous voyez que ce qui domine, c'est quand même une incitation à la paix plutôt qu'à la violence, ou à une certaine paix. Et puis il y a un contexte national. Il y a un contexte national avec cette circulaire que moi j'avais trouvée dans les archives départementales du Doubs, qui date du 27 février 1884. Et cette circulaire, vous l'avez telle que trouvée, alors sans doute soulignée par le préfet en rouge, en bleu, ce qui est à retenir, ce qui est à un peu moins à retenir, etc. Archives départementales du Doubs, mais c'est une circulaire au préfet, donc elle a été diffusée dans toute la France. Elle est diffusée à l'époque par le ministre de l'Intérieur, Pierre Waldeck-Rousseau. Elle est extrêmement intéressante, cette instruction de 1884, parce qu'il reprend les termes de douceur, de persuasion. Et en fait, Pierre Waldeck-Rousseau, qui est ministre de l'Intérieur, il y a deux choses qu'on peut retenir. C'est d'une part qu'il incite les préfets à être des acteurs de modération dans les rapports sociaux. Les préfets ne doivent pas se distinguer par leur sévérité, mais doivent être des acteurs de conciliation et de modération dans les conflits sociaux. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, une chose extrêmement importante, c'est que Waldeck-Rousseau dit que pour maintenir l'ordre, les préfets devront recourir en première initiative, en première intention, d'abord aux gendarmes, parce que les gendarmes sont plutôt calmes, plutôt doux. Et là, on peut peut-être faire le lien avec l'instruction de 1881. Il les montre d'une manière, c'est des gens qui sont professionnels, qui sont capables de se limiter, de se contraindre. Et en revanche, les troupes de ligne, elles ont une autre fonction, qui est de faire la guerre. Ils ont une autre fonction, donc les préfets doivent au maximum éviter d'utiliser les troupes de ligne. Mais évidemment, les troupes de ligne, elles vont quand même être utilisées, par exemple à Fourmi en 1891, entre autres, et avec les dégâts que vous connaissez. Parce que les troupes de ligne, c'est fait pour faire la guerre. Ce début des années 1880, on est vraiment dans l'émergence de ce qui est la philosophie du maintien de l'ordre contemporain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, éviter l'escalade, faire des citoyens des acteurs de la démocratie qui se met en place. Et ce qui est très intéressant, alors je vais peut-être avoir une formule qui va vous paraître un peu exagérée, mais au même titre que l'école Waldeck-Rousseau, c'est le gouvernement de Jules Ferry, c'est ce qu'on appelle les républicains dits opportunistes. Vous avez des républicains qui veulent démocratiser la République, notamment par l'école. Alors on se dit, bah oui, Jules Ferry, on connaît tout ça. Mais vous avez un Waldeck-Rousseau qui, en 1884, la même année que la circulaire, légalise les syndicats. Le même Waldeck-Rousseau qui, en 1901, va créer la loi sur les associations qui permet la création des grands partis de masse, et notamment le Parti radical socialiste. Ensuite, la SFIO en 1905. Et donc Waldeck-Rousseau, il a vraiment à cœur de ce qu'il appelle diffuser les mœurs démocratiques. C'est une expression qui est dans cette circulaire. Diffuser les mœurs démocratiques dans la société française. Et pour Waldeck-Rousseau, utiliser la gendarmerie pour faire du maintien de l'ordre, c'est faire de la gendarmerie une courroie de transmission, si je puis dire. C'est de faire de la gendarmerie un moyen d'expression des libertés publiques des citoyens de la manière qui permette de préserver l'équilibre entre l'ordre et la liberté la plus satisfaisante possible. Et vraiment, cette dialectique entre ordre et tranquillité publique, c'est un truc qu'on retrouverait quels que soient les ministres de l'Intérieur et encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez vraiment une préoccupation de Waldeck-Rousseau. Pour Waldeck-Rousseau, la République ne peut pas exister sans l'exercice des libertés publiques. Mais la liberté publique, c'est surtout pas le foutoir, c'est surtout pas le chaos. C'est un ordre qui permet à chacun de s'exprimer. Et cet ordre peut être maintenu, notamment grâce à la gendarmerie, qui est une troupe qu'il considère comme particulièrement doué pour cela. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui se la représente comme telle, et on peut peut-être imaginer que les prescriptions reçues en interne au sein de la garde républicaine expliquent effectivement la modération des gendarmes à l'égard de la population.
vous avez un autre élément de collaboration, alors là, qui est beaucoup plus ténu entre gardes républicains de ces échanges. Là, on n'est plus dans le maintien de l'ordre, on est dans la police judiciaire. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. À partir du début du XXe siècle, on a des gendarmes, on a des policiers qui reçoivent le même enseignement. C'est ce qu'on appelle le signalement descriptif. En gros, il faut être capable de retenir le nez convexe, les oreilles concaves, les yeux un petit peu, etc. Il y a des milliers de termes. Dans la pratique, c'est infaisable. Mais en tout cas, Bertillon, par sa prestance, par sa réputation, dit que c'est possible, il n'y a pas de souci. C'est impossible. Surtout que Bertillon, à l'époque, développe la photographie judiciaire. Donc pourquoi vous embêter à retenir des milliers de formules, des milliers de signes pour faire un signalement, un portrait parlé, alors que vous pouvez avoir la photo d'un Gugus dans la poche, la sortir et dire « Ah ben oui, c'est lui ». Mais ce qui est intéressant sur cette photographie, c'est que vous avez à la fois des gardes républicains, des policiers qui coexistent ensemble pour faire un exercice de signalement descriptif. On leur a donné la tête d'un de leurs copains à retrouver avec un signalement et ils doivent le retrouver. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que quand on voit des mémoires, notamment de gendarmes, qui participent à l'exercice en 1907, les policiers et les gendarmes trichent ensemble. Donc évidemment, et là, si vous voulez, pour montrer qu'il n'y a aucune animosité entre eux, pour montrer qu'ils sont copains au-delà des représentations qui tendraient à les opposer, ben oui, ça pour moi c'est du pain béni, si je puis dire, parce que vous avez des gars qui, pour passer un même examen, se disent bah, en fait tu sais pas où lui, et donc les types trichent ensemble, et donc forcément pour moi c'est particulièrement intéressant, au-delà du fait effectivement, et là de manière un peu plus sérieuse, qu'au début du XXe siècle, on a effectivement des gendarmes, des policiers qui reçoivent le même enseignement de police judiciaire, un enseignement de police judiciaire qui est pensé, qui est élaboré, qui est diffusé à partir de la préfecture de police. Et donc c'est un élément de convergence du paysage policier national. Ça va être interrompu par la Première Guerre mondiale. Et sachez simplement que c'est en août, il me semble, en août 1914, à Monaco, se tient le premier congrès de police judiciaire, qui est l'ancêtre de ce qui ensuite est devenu Interpol, et que la Première Guerre mondiale va interrompre. Voilà, et donc notamment à travers ce langage, on a une émergence d'une collaboration au niveau national et au niveau international entre les différentes forces de police. Et le signalement descriptif en est un des indices. Alors, je vais aller très vite, évoquer quelques effets de ces relations de policiers et gendarmes. Alors, notamment, j'en ai déjà un peu parlé, la routinisation de l'emploi de la garde par le préfet, et encore plus avec l'installation du téléphone. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a même un chef de la Légion qui précède les réquisitions écrites du préfet de police, parce qu'ils ont appris à travailler ensemble. Et j'allais dire que les différents chefs de Légion qui se succèdent ont appris à travailler avec le préfet et ont appris à devancer ces réquisitions. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un transfert également de culture professionnelle. Ça, c'est le deuxième cartouche. Transfert de culture professionnelle avec une certaine militarisation des gardiens de la paix. On voit que Lépine, il veut que ces gardiens de la paix soient mieux habillés, ils ont un uniforme plus militaire. En tout cas, c'est ses vœux. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et il leur donne également des cours de combat. Donc il y a une certaine militarisation des gardiens de la paix. Et en même temps, on voit qu'il y a une certaine policiarisation de la garde républicaine et des gendarmes sur Paris. Alors, cette policiarisation, par exemple, ça c'est quelque chose que j'avais vu apparaître. Les militaires n'ont évidemment pas de syndicats, n'ont évidemment pas d'association. Alors qu'au début du XXe siècle se développent au sein de la préfecture de police des associations professionnelles. On ne parle pas de syndicats parce que, pareil, les policiers n'ont pas le droit de se syndiquer, mais ils peuvent participer à des associations professionnelles. Et notamment grâce à la fameuse loi de 1901 de Waldeck-Rousseau. Et on s'aperçoit que les gardes républicains qui côtoient chaque jour les policiers sont un peu jaloux de leurs meilleures conditions, ils ont des pèlerines plus jolies. Et puis le préfet de police, il a mis en place le dispositif de la vie au grand air, VGA. La VGA, la vie au grand air, pour les enfants des gardiens de la paix. Il a développé des colos de vacances, des colonies de vacances pour les gardiens de la paix, pour prendre l'air dans cette ville polluée par la fumée du charbon, du bois. Les gamins des gardiens de la paix, ils peuvent bénéficier de colonies. Et les gardes républicains qui bossent avec les gardiens de la paix chaque jour, tiens, moi mon gamin, je vais l'envoyer à tel endroit. Et donc, on voit les gardes républicains qui disent « mais nous, nos gamins, ils ne sont pas moins bons, ils méritent autant ». Sauf qu'ils peuvent pas se plaindre.
Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans la presse des gardiens de la paix, on va avoir une reprise des revendications des gardes républicains que les gardes républicains ne peuvent pas exprimer, mais qui sont exprimées par leurs copains policiers à travers leur presse corporative. C'est-à-dire que les policiers, les gardiens de la paix, servent de porte-voix aux gardes républicains qui, eux, sont contraints par la discipline militaire. La naissance du sentiment de former une communauté aux intérêts sociaux et professionnels similaires. Voilà, il y a vraiment cette idée que cette coexistence pacifique elle produit une certaine fraternité d'armes, dont je vais vous prendre un exemple rapide juste maintenant. Et puis, effectivement, se développe une fraternité d'armes contre l'armée du crime. Alors cette fraternité d'armes, je vais vous prendre un épisode particulièrement remarquable, mais en fait, elle se décline au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, dans les rues de Paris, vous avez ces fameuses patrouilles de gardes républicains et de policiers qui font de la petite police judiciaire, qui font à la fois de la police administrative en prévenant les crimes et les délits, et puis quand ils voient qu'il y a un délit qui vient de se commettre, ils peuvent s'attaquer. Donc ils subissent des dangers en commun. Donc on a régulièrement des policiers et des gardes républicains qui se font taper dessus, qui se font attaquer. Et donc au quotidien, dans leur travail, il y a l'idée de partager des dangers en commun et donc de partager une même fraternité. Cette fraternité d'armes, elle est exacerbée en 1912. Donc le fameux Louis Lépine, qui est dans la cour de la préfecture de police, là on est dans une cérémonie funéraire particulièrement importante de la personne qui a été tuée par Jules Bonneau. Là, on a Louis Join qui a été tué par Jules Bonneau à Ivry-sur-Seine. On parlait de la caserne de gendarmerie d'Ivry-sur-Seine. Louis Join est mort sous les balles de Bonneau en mars 1912. Là, vous avez le carton anthropométrique que j'avais photographié dans les archives de la préfecture de police qui est en dessous, avec la photo de Bonneau et puis son état civil, etc. Et puis en dessous, vous avez le cortège funéraire dans lequel malheureusement se trouve le corps de Louis Join qui relie la préfecture de police à la cathédrale Notre-Dame. Et ce cortège funéraire, c'est en quelque sorte en 1912 l'image de cette union sacrée des forces de l'ordre contre le crime, parce que autour du corbillard, vous avez des gardes républicains, des gendarmes, des gardiens de la paix et des policiers en civil, ainsi que des militaires. Et aux yeux de toute la population parisienne, vous avez l'unité comme ça des forces de l'ordre, l'union sacrée, mais une union sacrée avant 1914 évidemment, une union sacrée des forces de l'ordre contre le crime et notamment contre la bande à Bonneau. Et ce cortège funéraire qui va de la préfecture de police à la cathédrale Notre-Dame, géographiquement elles sont très proches, moi ça me fait beaucoup penser au cortège funéraire des rois de France qui se déroulait du Louvre jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. Et en quelque sorte, il y a une exhibition du corps comme ça. De même qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, on disait le roi est mort, vive le roi. Le policier est mort, vive la police. C'est-à-dire qu'il y a un policier qui est mort, mais non seulement la police continue à exister, mais elle est unie et elle va arriver au bout, elle va vaincre les types qui l'ont tué. Alors juste terminer par là, Louis Join, il est mort à Ivry-sur-Seine en mars 1912. Un mois plus tard, vous avez un garde républicain qui est le lieutenant Fontan, qui est de dos ici, qui pousse une charrette avec des policiers de Choisy-le-Roi, qui l'ont bien aidé. On parle toujours des commissariats. Donc pareil, un garde républicain, qui d'ailleurs est en banlieue parisienne, ce qui est une totale transgression, mais j'allais dire que la nécessité fait loi. Et donc vous avez comme ça Fontan qui va pousser une charrette aidé de policiers dans laquelle on a des explosifs qui va être déposés contre un mur du garage où se réfugie Jules Bonneau a choisi le roi. Et Jules Bonneau ne va pas en réchapper. De toute manière, il ne pouvait pas en réchapper parce que la police comme la garde républicaine ont des comptes à régler avec ces personnes-là, avec ces malfaiteurs. On peut imaginer que l'idée, ce n'était pas de le prendre vivant. La même chose se reproduit, alors là, c'est encore un siège encore plus homérique, à la moitié du mois de mai 1912 à Nogent-sur-Marne. Si vous connaissez le grand viaduc qui domine la Marne, ça se passait au pied du viaduc. Donc un siège homérique, épique. Tous ces gendarmes de banlieue parisienne, les gendarmes de Créteil, les gendarmes de Saint-Maur, les effectifs des brigades qui sont aspirés vers Nogent-sur-Marne, les hommes de l'APP, effectivement, de l'APP à la préfecture de police. Et donc, ça donne lieu à un siège de deux des complices peut-être les plus dangereux
de Jules Bonneau, qui étaient René Vallée et Octave Garnier, qui se sont réfugiés à Nogent-sur-Marne. Il y a un siège qui se déroule durant plusieurs heures, et notamment durant la nuit. Il y a des zouaves avec une mitrailleuse. Heureusement, la mitrailleuse n'a pas été déclenchée, parce qu'il y a des milliers de badauds autour. Il y a des essais d'explosifs. Enfin, donc c'est un véritable siège. Pour vous montrer, pour mettre en valeur les archives de la préfecture de police. Là, vous avez le brouillon du rapport qui est fait par le directeur de la police municipale au centre. Bon, ça paraît illisible comme ça, mais avec un peu d'habitude. Et puis quand on a l'impression d'avoir trouvé un trésor, vous forcez. Et comme ça, sur plusieurs pages, il détaille le déroulement des faits. Et c'est un document unique qui est vraiment très très intéressant parce qu'il déroule les faits, puis surtout il peut être confronté avec d'autres documents, notamment les rapports faits par les capitaines de gendarmerie qui sont intervenus sur place. Donc là, vous avez les portraits des différents membres de la bande à Bonneau. Il y a quelques années, il y avait eu un siège à Saint-Denis contre des terroristes. Et vous vous souvenez sans doute qu'il y avait une polémique. Alors d'une part, les parents des victimes n'étaient pas très contents parce qu'on avait fait du mal à la prunelle de leurs yeux qui avaient des gilets explosifs sur eux, pas de bol. Et donc il y avait ça, et en plus il y avait une polémique dans les médias en disant mais pourquoi on utilisait autant de munitions, pourquoi on a utilisé autant de force. Le lendemain, dans l'Humanité, dans l'Action française, vous avez les mêmes choses qui apparaissent, on est en 1912. Vous avez les parents de René Vallée qui disent « Oh mon pauvre chéri, mais j'ai porté plainte, la police lui a fait du mal, c'est pas bien ». Je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas. Et puis pareil, vous voyez dans la presse mais pourquoi on a mobilisé autant de forces de l'ordre alors qu'il n'y avait que 2 personnes qui avaient déjà tué, c'est quand même des vrais criminels, des vrais meurtriers. Pourquoi on a utilisé autant de forces de l'ordre? Pourquoi on a tiré autant de cartouches? Et c'est intéressant de voir qu'à plus d'un siècle d'écart, on retrouve dans le discours médiatique les mêmes postures, c'est-à-dire que les parents des criminels se posent comme des victimes, à juste titre ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas on l'observe. Et puis il y a un procès qui est fait à l'égard de la police, comme si la police, pour agir contre des criminels, avait dû utiliser des plumes d'oie ou je ne sais pas, enfin de faire des petits sourires. Enfin, les moyens matériels, le feu qui est utilisé est un reproche. Voilà, je voulais terminer sur cette affaire Bonneau, qui était, je pense, qui est connue d'un certain nombre d'entre vous. Et puis, moi qui habite en banlieue est parisienne, forcément, il y a certains endroits que j'ai pu voir, où j'ai pu aller. Et c'est toujours très émouvant de voir effectivement des lieux qui sont chargés d'histoire, des lieux que vous parcourez qui sont chargés d'histoire. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé.